Bonjour à tous. Alors c'est un grand honneur pour moi d'accueillir aujourd'hui au Salon universel de Plumeur Olivier Clerc et Muriel Rojas Zamudio. J'ai bien prononcé Muriel? Voilà. Alors c'est un salon qui est consacré au féminin et au masculin et qui a lieu à Plumeur dans le Morbihan. Alors Olivier Clerc, tu es quelqu'un de très connu. C'est un grand honneur pour nous de t'accueillir et de t'écouter. Tu as écrit 19 livres traduits en plus de 15 langues, je crois, et tu te définis comme un surfeur de la vie. Bah oui, c'est vrai. Bienvenue en Bretagne. C'est vrai, oui. Bah oui, j'aime bien cette expression parce qu'il y a des gens dont le parcours de vie est très volontariste. Je veux ça, et puis du coup, voilà. Et moi, je n'ai pas été construit comme ça par la nature. J'ai plus été à voir où la vie avait envie de m'entraîner. Donc tout d'un coup, je vois une grosse vague arriver sur moi. Je sors ma planche et puis je vois. Et ce qui fait que ma vie a été faite de rencontres, a été faite de choses très, très imprévues. Mais pas tellement. J'ai jamais eu de plan de carrière en disant je vais faire ça, ça, ça et ça. Le premier livre que j'ai traduit du haut de mes 21-22 ans s'appelait, c'était au départ en anglais l'Évangile essénien de la paix, qui a été traduit en français sous le nom de Vivre en harmonie avec l'univers. Et ce titre-là, pour moi, vivre en harmonie avec l'univers. C'est-à-dire, il y a cet univers-là, il y a le rythme, il y a des cycles, il y a des saisons, et ça m'a vraiment inspiré de me dire, moi j'ai envie de caler ma vie sur ces cycles-là. Voilà. Donc en surfant comme ça sur le rythme de la vie, en harmonie avec le mouvement de la vie. Ouais, ça me parle. Magnifique. Alors à côté d'Olivier, vous avez donc Muriel. Muriel, tu as écrit un livre qui m'a beaucoup touchée, qui s'intitule Dialogue avec nos déesses intérieures. On vous mettra les références. Comment enrichir son identité féminine. Et tu es en train de préparer un dialogue avec nos dieux intérieurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage et puis sur son pendant masculin? Donc en fait, ces deux travaux sont, alors, ce serait très prétentieux de dire que ce sont des pendants francophones du travail de Bolen. En tout cas, c'est le point de départ. Ce sont les travaux de Jean Bolen, qui est psychiatre et psychanalyste jungienne, et dont les ouvrages ont failli être traduits. Oui, une drôle de coïncidence. Voilà, et bon, malheureusement, voilà, ça n'a pas été, le projet en tout cas n'a pas trouvé suffisamment d'écho pour qu'il soit réalisé à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, ces travaux très intéressants sur les dieux et les déesses de l'Olympe n'ayant pas été traduits, quand je les ai découverts et que j'ai commencé à les intégrer dans ma pratique, parce que je m'intéresse beaucoup au travail avec les archétypes, en fait très rapidement, ce que je pouvais tester avec des patients m'a été renvoyé comme étant bon, et si tu en faisais un livre? Après tout, d'autres personnes, et notamment les personnes non anglophones ou non hispanophones, puisque j'avais trouvé aussi des versions hispanophones du livre, voilà, je parlais tout le temps de ces travaux que je trouvais formidables, et seulement je ne pouvais pas échanger tellement parce que personne quasiment n'avait pu les lire. Et donc, ça a commencé dans un groupe que je suivais pendant quelques années, et où ce groupe de femmes qui venaient une fois par mois travailler en art-thérapie avec moi a demandé à rencontrer ces déesses à travers l'imagination active. Oui. Et donc ça a été le petit coup de pied aux fesses qui m'a permis de vraiment travailler plus profondément cette grille et d'arriver à un manuel qui permettrait théoriquement aux personnes d'aller faire ces rencontres en toute autonomie, puisque j'ai demandé à l'éditeur, le fabuleux Yves Michel, que je salue au passage, s'il nous voit, donc j'ai demandé à ce que les visualisations soient accessibles gracieusement, que les gens achètent ou pas le livre. Et après, avec le manuel, il y a une lecture psychanalytique des archétypes, en tout cas quelques grandes lignes, quelques pistes pour nourrir la réflexion, et puis aussi des exemples d'exercices pour travailler ces archétypes, les faire vivre et leur donner une place en nous. Donc ça c'est le premier, c'est donc le travail sur les déesses. Et puis, comme Bolen dans son propre cheminement, une fois que ce livre a été écrit, j'ai eu des amis et des collègues hommes qui m'ont évidemment demandé d'aller voir du côté des dieux. C'était pas évident pour moi, tout simplement parce que je me disais, je passe mon temps à râler quand les hommes s'autorisent, s'octroient le droit de penser l'identité féminine. Alors comment est-ce que moi, en tant que femme, je pourrais prétendre parler d'identité masculine? Et puis il y a une phrase dans le travail de Bolen qui m'a frappée,
Elle disait qu'elle avait découvert à travers ses patients que les hommes en fait étaient en demande d'une initiation par la femme. Oui. Et que ce qu'ils n'allaient pas confier à un homme, ils pouvaient parfois le confier plus facilement à une femme. Et le fait que cette phrase-là, qui a fait son chemin, coïncide dans la réalité avec la rencontre avec des patients qui ont commencé à venir me voir avec des problématiques assez fortes, et avec ce même discours de dire vous êtes une femme, donc à vous je peux vous le dire. Oui. Là je l'ai pris comme étant un signe que peut-être je n'étais pas si illégitime, et donc ce travail est en cours. Mais de toute façon, Muriel, même nous femmes, nous sommes porteuses d'archétypes masculins aussi en nous, en fait, de la même manière que les hommes sont porteurs des archétypes féminins. Tout à fait. Il y a 2 clés importantes dans ce travail, en tout cas que j'essaye de communiquer. La première, c'est que d'abord, effectivement, les déesses existent aussi chez les hommes, les dieux existent aussi chez les femmes, et d'une manière après plus générale, tout le panthéon existe en nous. Oui. Ce qui fait que quand on vous dit ah non, mais alors moi je suis très, je suis très Aphrodite, moi je suis très Zeus, je suis très Héra, oui. Voilà. En réalité, l'archétype peut à un moment donné être, ce qu'on dirait en termes jungiens, constellé fortement, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup d'énergie psychique dessus, il est très vivant, il prend peut-être beaucoup de place. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là. Et que même ceux qui nous plaisent le moins, qui parfois nous posent franchement problème, en réalité ils sont là. Et on gagnerait à aller les rencontrer, on gagnerait à leur donner un espace d'expression pour ne plus les obliger finalement à rentrer dans la moindre brèche pour se manifester. Ouais, puis moi ce que tu dis m'inspire. En plus on a discuté de ça la toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'est que ça m'évoque tout de suite l'astrologie. Oui. Et qu'en astrologie, c'est pas parce que je suis un homme que tout d'un coup j'ai plus Vénus et la Lune dans mon thème. On pourrait même rajouter Neptune, parce que pour moi il y a une composante très très féminine, c'est le plan de l'âme, Neptune c'est le... et c'est pas parce que je suis une femme que tout d'un coup j'ai plus Mars ou Jupiter ou Saturne dedans. Donc ça me paraît assez évident qu'effectivement il y a ces influences qui s'exercent et qui jouent sur nous dans les deux sens. Et en t'écoutant, je me suis rappelé que j'ai quand même traduit un livre de Bolène. Ni les dieux ni les déesses, mais elle a écrit un livre qui s'appelle The Millionth Circle, sur les cercles de femmes, je crois. Oui, exactement. C'est un guide pour les... Et celui-là, je l'ai traduit. Donc, voilà. j'ai pas eu ceux que je voulais, mais j'en ai quand même traduit un. Ouais, j'avais oublié, ça me revient là. C'est un guide, si je dis pas de bêtises, c'est une espèce de méthode pour animer un cercle. Oui, je crois que c'est ça, oui. Quelle édition du coup, Olivier? Jouvence. C'est Maud Séjournant avec qui on a créé la collection Le Cercle de Vie. Le Cercle de Vie, une très belle collection. Voilà, c'est dans sa collection qu'est paru ce bouquin de Bolène. Alors du coup, il y a un point commun entre vos deux discours également, c'est cette idée d'harmonie, parce que finalement, le but, c'est d'harmoniser toutes ces sous-personnalités qui nous habitent de manière harmonieuse, de manière cohérente, de manière presque égalitaire. Finalement, ce serait ça, l'égalité. Homme-femme, non? Ce serait pas ça? Ce serait pas rendre à chacune de nos parts qui sont à l'intérieur de nous... parce que j'animais une table, enfin j'animais pas, je participais à une table ronde tout à l'heure et c'était très intéressant. Il y avait donc Nicole Prieur, il y avait Franck Aubert et moi. Et à un moment est sortie l'idée, c'est Nicole Prieur qui disait ça, elle disait mais il ne s'agit pas forcément de tout harmoniser, ou elle dit le conflit est utile. Et ça me rappelle ce que j'ai appris avec Charles Rogeman, la pédagogie du conflit. C'est-à-dire, en fait, c'est des fois de la dissonance, c'est des fois du déséquilibre que va jaillir l'étincelle qui fait... On a des parties en nous, des fois, qui sont difficilement conciliables, mais c'est le fait de devoir bagarrer. En astro, on voit très bien ça. Hein, des fois, il y a... On se prend un Uranus-Saturne, bonjour, quoi. Et oui, et ça fait des dynamiques. Mais oui. Précisément. Alors autrefois, dans la vieille astrologie, il y avait des maléfiques, Saturne, il y avait des aspects qui étaient... Et aujourd'hui, on est quand même passé à autre chose, de se dire, c'est des aspects plus difficiles, plus tendus, peut-être plus dissonants, mais travailler avec ça, c'est une matière première extrêmement stimulante qui nous force à avancer. De la même manière qu'on est passé en musique, d'une musique très classique, hein, tonique dominante, sous-dominante, les accords, etc. Puis tout d'un coup, on est allé chercher des septièmes, des neuvièmes diminués, on est passé à des choses qui ont un peu interpellé notre oreille au départ, mais qui ont ouvert des horizons à la musique à travers le jazz, à travers la musique classique contemporaine. Donc tout ça, le mot harmoniser m'a fait rebondir, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Muriel, mais... Mais en fait, c'est marrant, parce que ce que j'allais dire, de toute façon, rejoint ce que tu es en train de dire aussi. Une référence que je n'ai pas forcément, j'allais dire, affichée, enfin, en tout cas,
que j'ai pas forcément évoqué à chaque fois qu'on m'a interrogée sur ce livre. Alors évidemment, je parle de Jung, parce que Bolen déjà est jungienne, Oui. mais il y a aussi, je dirais techniquement, dans la façon de travailler avec les archétypes, il y a aussi la psychosynthèse. Oui, Ça, la j'ai- psychosynthèse, c'est passionnant. Et vraiment, là, quand je dis techniquement, c'est parce qu'en réalité, plutôt que d'harmonie, et du coup, je te rejoins sur ce que tu dis sur le conflit, c'est surtout le fait d'essayer de trouver. Bon, il y a une synergie forcément de ces archétypes en nous. La question est de savoir où elle nous mène. Est-ce qu'elle nous mène vers quelque chose qui est non pas contrôlable, mais par exemple maîtrisable? Est-ce que ça va Oui. nous permettre d'être dans la construction? Ou est-ce que ça va être chaotique, mais d'une manière qui, du coup, ne nous permet plus d'avancer ou de nous épanouir? Donc l'objectif va être de faire ce qu'on pourrait donc littéralement appeler une psychosynthèse, aller rencontrer chaque élément Oui. et essayer, alors pour prendre une image peut-être plus actuelle, peut-être de faire une sorte de sociocratie, Oui. c'est-à-dire arriver à trouver les endroits où on dit voilà, il y a tous ces besoins-là à honorer, comment ils peuvent être hiérarchisés ou S'agencer. s'articuler ou s'agencer. S'articuler, bah voilà. Donc ça, c'est vraiment le sens, en fait, Voilà. quand je disais harmoniser, je le C'était disais dans au ce sens sens-là. grec. La racine d'harmonie en grec est justement à donner articulation, tu vois. C'est la racine, le verbe, c'est ararisko, qui désigne l'agencement, tu vois, qui est presque divin, enfin ce subtil agencement, on ne sait pas voilà, de quoi il en retourne, mais c'est ce subtil agencement des choses entre elles. Et c'est un agencement qui évidemment n'est pas fixe, qui évolue constamment. C'est ce que tu dis avec surfer en fait. Oui, c'est complètement ça. Et puis moi, en fait, si j'ai aussi réagi sur le côté harmonie, c'est parce que l'harmonie est une obsession au départ chez moi. Oui. Il faut savoir que je suis suisse, je viens d'un pays où... Non, mais c'est important à savoir parce que oui, mais bien sûr. on est dans un pays qui a rassemblé ensemble des États qui ne parlent pas la même langue, 3 langues nationales, et où l'obligation de consensus est tellement forte qu'on n'est pas du tout une culture du conflit. Ce qui fait que de grandir dans un pays comme ça, on va chercher l'harmonie à tout prix. Et c'est-à-dire qu'on va mettre des tas de choses sous le tapis, on ne va pas exprimer les conflits. Donc on aura une jolie harmonie de surface, mais qui peut être terriblement plus dangereuse finalement qu'un conflit qui va permettre d'avancer, de grandir, etc. C'est la dynamique. Donc il y a du positif dans le conflit, comme il peut y avoir du négatif dans une forme d'harmonie qui est imposée au prix de silence ou de non-dit toxique. Alors ça c'est marrant parce que du coup ça me fait penser toujours dans cette espèce de coalition de divinité, mais effectivement quelque chose qui ne serait pas authentique pour le coup dans ce que tu évoques. On est dans quelque chose qui est artificiel mais où il n'y a pas d'authenticité. Et l'authenticité, bien quelquefois pour la trouver il faut passer par le conflit. Et oui. Et l'intérêt de ces rencontres, encore une fois, bon là c'est cette grille d'archétypes, mais en fait plein d'autres grilles existent, et ça serait toujours le même défi en fait à relever, qui serait justement d'aller voir là où il y a discorde, là où il y a quelque chose qui est séparé ou qui donne l'illusion d'être séparé, d'arriver à comprendre les racines de tout ça. Et discorde, c'est Eris, non? Oui, c'est Eris. Alors là aussi, qui correspond à une planète ou à un planétoïde qui a été découvert. Et j'ai un ami, Kyron Legris, qui a sorti il y a 2 ans un livre en anglais sur cette, à essayer de déterminer l'archétype qui correspond à Eris. Et c'est intéressant parce qu'on a un jeu de mots justement Eris-Eros qui est très fort dans la mythologie. Ah oui. Oui. Oui, bah après il y a aussi comme Staline, Stallone, Lénine. Voilà. On l'attendait, il est là. Il est là, Olivier Clair a beaucoup d'humour. C'était trop tentant. Oui, allez la faire. Alors, je te remercie parce que du coup je galère pour retrouver le fil conducteur. Parce que maintenant je suis perturbée par le... Alors Eris, c'était dans de la discorde. En plus Eris et Eros, voilà, c'est assez intéressant. Non mais voilà, donc c'est cette histoire d'authenticité que je voulais évoquer sur le fait qu'effectivement l'harmonie, il faut savoir ce qu'on met dedans aussi. C'est-à-dire que si effectivement l'idée c'est de dire on est dans une espèce de consensus mou, un truc qu'on ne fait pas de vague, voilà. Alors que la réalité c'est pas celle-là. La réalité c'est que justement ce qu'on va souvent découvrir quand on commence à faire ce type de travail, c'est que du conflit pourtant qu'est-ce qu'il y en a. Et ce qui va être intéressant c'est de comprendre qui est en guerre avec qui est en conflit avec qui, comme dans les aspects évoqués en astrologie. Un carré, une opposition, ça peut être quelque chose d'extrêmement constructif, mais à partir du moment où on regarde qui s'oppose,
vous prenez par exemple Héra et Aphrodite. Voilà deux personnes qui théoriquement ne s'entendent pas du tout. Une qui est vraiment la déesse du couple, monogame, fidèle, qui... surtout de son côté, surtout de son côté, hein. Oui. Voilà, qui est à fond là-dedans et qui veut tellement préserver ça qu'elle préfère châtier les maîtresses de son mari que son mari lui-même. Enfin bon, qui va vraiment être dans cet idéal-là, qui évidemment ne peut pas supporter la liberté d'Aphrodite, qui elle-même, on peut imaginer, est dans quelque chose de capricieux, qui méprise totalement la loyauté et le besoin d'exclusivité d'Héra. Donc vivre ça en confiance, c'est-à-dire déjà voir comment chacune en nous prend sa place et à quelle intensité elle vit aussi. On peut avoir une Héra qui n'est pas si rigide que ça, une Aphrodite qui n'est pas si délurée. Mais si on est avec ces deux archétypes-là constellés d'une manière assez radicale, alors justement, ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que je fais pour vivre ces deux choses en moi et ces deux mouvements qui sont très différents. Comment est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose ? C'est ça tout l'intérêt d'un travail comme ça. Oui, effectivement. Alors, j'ai encore plusieurs questions à te poser, du coup, Muriel. On a suivi hier, on a eu vraiment la chance de suivre un atelier avec toi, et puis ensuite une table ronde et une conférence aujourd'hui. Alors, lors de l'atelier, on a vraiment mis en pratique des techniques que toi tu utilises, dont l'imagination active, qui permet précisément de rencontrer à l'intérieur de soi ces parties de nous, ces archétypes féminines. Alors pour moi, ça a été un moment magnifique, pour Marie aussi d'ailleurs, et pour toutes les femmes qui étaient là. Alors on a travaillé sur la femme sauvage, justement. Est-ce que tu as une très belle définition de la femme sauvage, tu l'as définie comme une femme authentique. Oui, parce que le côté sauvage m'embête un peu. Je suis toujours un peu, voilà, ce que j'appelle mon côté sale gosse. Moi, il suffit qu'il y ait une définition qui soit adoptée par tout le monde, il faut que j'aille chercher... ouais, mais quand même, il faut que j'exerce mon esprit critique. Il faut absolument que... Ça m'ennuierait tellement d'être dans la norme et d'être dans le truc accepté par tout le monde. Mais non, mais blague à part, l'authenticité, je crois que c'est ce qui est intéressant dans le terme sauvage. Parce que la sauvagerie, ça peut être aussi le pulsionnel qui n'est pas du tout maîtrisé. Et alors là, c'est vraiment intéressant que tu fasses cette nuance. Ouais. Tu vas rebondir du coup, peut-être ? Non, mais ça m'intéresse. Oui. Je pensais que c'est parce que du coup, tu allais reprendre après là-dessus. Mais voilà, c'est ce côté... on diabolise beaucoup, et là je sais que je vais te faire plaisir, on diabolise beaucoup le mental, l'esprit, on en a déjà parlé ensemble. Vénérer, exalter le corps et l'instinctuel pur et dur n'est pas plus sage et n'est pas plus heureux. Et oui. Voilà. L'authenticité, c'est d'arriver à ne pas renier le corps et l'instinct, mais en même temps qu'il soit, là encore, non pas contrôlé, mais maîtrisé. Et pour moi, l'authenticité, elle est là. C'est-à-dire que l'authenticité, c'est l'élan qui va commencer progressivement à se développer et qui, à un moment donné, est pris dans un carcan, qui est celui de l'éducation et des règles de la société, où à un moment donné, on te dit, si ça ne rencontre plus le moule culturel, à ce moment-là, on va commencer à exercer une pression. Et de là, nous, cette pression, on va y répondre ou bien en se reniant, ou bien en résistant. Ou alors, mot cher à la psychanalyse, en développant une perversion. La perversion, c'est quand même au départ une déviation de quelque chose. C'est se tourner... c'est pas le mal absolu où on est très pervers. C'est se détourner de soi. Absolument. C'est un mouvement naturel qui va être contré et qui du coup va donner un développement un peu tordu et qui n'arrive pas à se redresser, qui ne revient pas. Il n'y a pas de résilience, pour le coup, un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Ça ne reprend pas sa forme initiale. Et donc, l'authenticité, ça serait d'arriver, si on a eu la chance de ne pas être pervers ou perverti par son histoire, à ce moment-là, d'arriver à retrouver ce qui était naturel, ce qui était vrai, ce qui est juste pour nous, tout en sachant que ça doit s'inscrire quand même dans un cadre qui est celui de la société, et qui est celui d'une norme, ou en tout cas d'un modèle commun. Voilà, c'est ça l'authenticité. Après, ce que j'aurais presque envie de rajouter, j'aime bien ce terme d'authenticité, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est la notion d'homme ou de femme libre. Ouais. Parce que j'ai eu la chance de croiser la route de quelques êtres un peu hors du commun. Oui.
certains diraient réaliser, initier, tous ces grands termes. Moi, ce qui m'a frappé chez ces gens-là, c'est qu'ils étaient libres. C'est-à-dire que ils n'étaient pas sauvages. Ils pouvaient être totalement, entre guillemets, civilisés, etc. Mais si la situation demandait à un moment de complètement être transgressif ou d'être comme ci, comme ça, parce que c'était ça qui était nécessaire, ils avaient totalement cette possibilité-là. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, on a tous des petits jeux relationnels. C'était Eric Fromm, c'est qui a parlé des jeux non, c'est Berne. Que dites-vous après avoir dit bonjour? Berne. On a tous ces jeux relationnels qu'on connaît. Et bon. Et ce qui est de frappant avec des gens comme ça, c'est qu'il n'y a plus de jeu relationnel. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais rentrer dans ce que tu attends ou ce que tu supposes qu'ils vont dire, qu'ils vont faire. Ils seront ce qu'ils doivent. C'est-à-dire qu'ils sont libres à chaque instant d'être ce qu'ils doivent être. Ils n'ont pas l'obligation d'être excentriques pour être excentriques et puis déjantés et puis farfelus ou sauvages. Ils peuvent être tout à fait normaux. Et en même temps, à la seconde où il faut qu'ils soient autre chose, ils sont ça. Et c'est pour ça que cette notion de liberté, qui est finalement au cœur du cheminement, à la fois de développement personnel, mais aussi cheminement spirituel, c'est un moment, comment est-ce que je deviens un être qui est vraiment libre. Mais libre, c'est dans tout l'éventail, c'est pas juste, comme tu dis, le côté sauvage Du coup, moi, ça me fait penser à une forme de déconditionnement. C'est des personnes qui ne sont plus conditionnées, ou qui sont sorties, ou en tout cas qui peuvent être... Et puis, il y a un jeu, enfin, j'aurais tendance, moi, à le sentir aussi beaucoup comme ça, c'est-à-dire que tu es en conscience parfois, il te faut rentrer dans le jeu, dans la persona, dans le masque de quelque chose, parce que, un contexte fait que, enfin, si c'est nécessaire, mais tu le fais en conscience, c'est-à-dire que tu es conscient de quelque chose. Et dans ce cas-là, tu n'es pas pour autant dans le mensonge, mais on rentre dans quelque chose, dans une forme, comme un acteur qui rentre dans un rôle, parce qu'à un moment donné, c'est la forme que va prendre la transmission. En tout cas, ça va être un vecteur pour transmettre quelque chose. Ça m'évoque autant ça. Là. Et c'est vrai que du coup, on peut parler d'authenticité. En fait, c'est dur de trouver un mot. Oui, c'est dur. Parce que c'est un panel. C'est-à-dire qu'on pourrait être authentique et pas très libre. Quoi. C'est pour ça que la notion de liberté, pour moi, rajoute quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis pas enfermé dans des jeux, dans des comportements, dans des choses. J'ai tout l'éventail des possibles qui est à ma disposition, mais que j'utilise selon ce qui est pertinent. Ce qui est approprié. Donc il y a quand même une notion de maîtrise, comme tu disais, il y a quand même une notion de discernement pour revenir à des choses que j'aime bien, mais avec cet éventail-là. Oui, c'est ça. C'est tout un cheminement de retour finalement vers ce qu'on est vraiment, comme si on avait affiné peut-être, déjà purifié notre ego, on pourrait dire, mais en tout cas, arriver à être comme un photophore finalement, que l'être arrive à passer à travers tout ce qu'on a pu accumuler d'expériences, d'échanges avec l'autre, qui forcément va nous avoir façonné. Voilà, ça pourrait être ça. Et pour rejoindre le côté féminin, j'ai discuté avec une amie qui est très proche d'Amma, la sainte hindoue qui a pris, je crois, 30 millions de personnes dans les bras à ce jour, quelque chose comme ça. Nous, on la connaît à travers cette image d'incarnation de la mère divine et qui peut prendre 6000 personnes dans les bras les unes après les autres. Mais les gens qui vivent avec elle, qui se déplacent avec elle de ville en ville, qui prennent l'avion, etc., qui sont au quotidien, ils parlent aussi de tous les autres archétypes féminins qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, il y a une capacité à être très ric-rac, tranchante, etc., sans ménagement, parce que elle touche un nombre de gens, elle impacte un nombre de gens par son activité, etc., qui fait qu'on ne peut pas juste être un archétype comme ça et puis que ça suffise. Donc au quotidien, elle semble avoir vraiment cette liberté d'incarner. C'est ça, avec souplesse et fluidité. Et moi, il y a un autre truc aussi qui m'est venu quand je t'écoutais parler par rapport à la liberté, c'est une lame du tarot de Osho, le tarot zen de Osho. Ah, que j'aime bien, oui. Alors, le roi de l'arc-en-ciel, l'abondance, où il dit c'est l'union en tout cas c'est l'expression de Bouddha et de Zorba. Ah, c'est marrant, comme je n'avais pas le souvenir de ça, mais j'aime bien. Mais en fait, je suis il n'y a pas longtemps avec une patiente. Et du coup, c'est exactement ce que tu as décrit, c'est-à-dire que cette histoire de liberté, ou à la fois, et chez les gens sages, tu parlais de la liberté des gens qui ont une certaine sagesse, de par leur cheminement spirituel, etc. Et en fait, ça m'a fait penser à ce truc de Osho. Où il dit c'est à la fois, ça relève à la fois de Bouddha et de Zorba, mais c'est les deux en même temps. C'est ça. Qui s'intriquent. Alors, tu as un peu classé, je pense que c'est quelque chose qui vient de Bolen, cette classification en déesses, 3 déesses qui sont des déesses
vierges, enfin, Voilà. C'est elle, Parthénos en effectivement. fait, Voilà. les déesses vulnérables, 3 Mhm. déesses vulnérables, et puis Aphrodite qui est un peu spécifique, qui est une déesse alchimique. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé ce que tu as dit tout à l'heure sur les vierges, les 3 déesses vierges, parce que le mot grec parthénos, tu vois, ne renvoie pas à une virginité physique. Mhm. Ça renvoie à une espèce de virginité sociale. Donc c'est l'être naturel avant justement qu'il soit soumis aux normes culturelles. Et finalement, c'est vrai que peut-être que le but aussi de retrouver ce côté naturel, c'est être soi, redevenir soi naturellement, tel qu'on est à chaque moment, mais au sein de la société en fait. Oui, toujours. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est Bolène qui fait cette répartition en fait. Moi après, je l'ai graphiquement représenté, ce qui n'est pas le cas dans... Très beau par un chandelier. Voilà, une espèce de chandelier où donc Aphrodite serait le pilier central. Et puis du coup, on a 2 trios en fait. Parce que du coup, comme tu n'étais pas là, tu l'as pas vu. Et on a donc d'un côté les vierges, de l'autre les vulnérables. Et alors, c'est vraiment intéressant ce que tu apportes sur l'étymologie, ce que tu précises, parce qu'effectivement, en tout cas, la façon dont du coup moi je l'interprète vraiment précisément va du coup dans ce sens-là. Hein, oui, j'ai bien vu la résonance. Voilà. Et effectivement, ce que je mettais en avant dans cette conférence par rapport à ça, c'est que le grand défi du trio vierge, c'est qu'elles auraient un élan naturel. Moi, je dis qu'elles ont un ego bien construit, dans le sens où elles ont bien construit une individualité. Elles se sont potentiellement bien différenciées. Le problème, c'est que si on va trop vers ça, et que l'ego est trop solide, trop rigide, c'est aussi une façon de se couper, enfin on se coupe de l'autre à un moment donné. Si je me suffis à moi-même à tous les niveaux, alors pourquoi vais-je m'encombrer de l'autre et de la relation à l'autre? Je peux me dire, comme Estia, c'est pas intéressant, enfin pourquoi j'irais dans le monde extérieur, ça n'a aucun intérêt. À quoi bon? C'est pas intéressant. Je pourrais dire j'en ai pas besoin, je pourrais dire je veux pas y aller parce que ça me fait souffrir, ça me ferait ressentir des choses, j'ai pas envie. Athéna serait plus comme ça, voilà, Artémis aussi. Et donc, cette intégrité de l'être, il faut effectivement, comme tu dis, qu'elle s'inscrive quand même dans le champ social. Parce que même si c'est bien de se connaître soi, de se développer soi, de se réaliser, le but c'est de le faire, et c'est le grand défi, parmi avec les autres. Oui. Et comment on va réussir à être à la fois nous, voilà, nous c'est-à-dire moi, et puis dans ma totalité, mais moi avec les autres, parmi les autres. Ce qui est la leçon finale du film Into the Wild. Oui. Le champagne, c'est là. Hein? Celui de champagne, c'est ça? Oui, magnifique. Tout d'un coup, à la fin, perdu dans son truc, il comprend que c'est quand même la relation, c'est quand même le rapport aux... C'est pour ça que moi, je ne vois pas ça comme un film négatif. J'ai l'impression qu'il a compris une leçon qui est tellement importante qu'il a tout le temps dans la vie prochaine de la mettre en pratique. Alors du coup, un point commun entre vous deux aussi, c'est que quelque part c'est Aphrodite, hein, enfin, dans le sens de la voix du cœur, parce que toi tu parles d'Aphrodite en tant que déesse alchimique, qui permet un petit peu de transcender tout ça, et puis toi tu as fait une magnifique conférence sur la voix de la guérison, la voix du cœur, voix de guérison, et voilà, et ça m'a fait vraiment penser aussi à cette force d'amour, que peut représenter Aphrodite. Et Neptune, j'ai envie de dire. Et Neptune. Ah oui. Oui, j'y tiens parce que... C'est un grand surfeur. Voilà. Moi j'aime bien aussi. J'aime bien le travail qu'a fait par exemple Rick Tarnas, avec Groff d'ailleurs aussi, hein, sur justement tous ces archétypes en lien avec l'astrologie, mais aussi hors de ça. Et il disait... Si on veut vraiment comprendre l'archétype, il faut aller au-delà de simplement Neptune ou Aphrodite, il faut vraiment toucher presque l'essence au-delà de la forme spécifique. Et Neptune, il le relie à Bouddha, il le relie à cette dimension de l'amour bouddhique, qui n'est pas simplement l'affectivité, la sensualité, Eros, etc., mais qui est une dimension d'amour qui est encore, qui situe pour moi encore un octave au-dessus. Donc les octaves sont liées, bien sûr, mais c'est pour ça que je voulais quand même... Aphrodite, Vénus, ça me va très bien, mais je trouve intéressant de faire aussi intervenir Neptune là-dedans. De toute façon, Aphrodite est reliée à Neptune puisqu'elle est née de la mer. Oui, de toute façon, elle est reliée à cet élément-là. Oui. D'ailleurs, pour les Grecs, il y avait 2 types d'Aphrodite. Hein. Une Aphrodite uranienne, donc c'est une forme d'amour plus élevée, et une Aphrodite pandémienne, qui
qui est une forme d'amour plus sensuelle, plus charnelle, Ah oui. etc. Tu vois. Donc quoi, ça vaut la peine d'approfondir Ouais, tout c'est ça. intéressant. Hein. Ouais. Mais effectivement, oui, l'aspect alchimique là encore. Hein, C'est l'aspect amour. Voilà, c'est aussi quelque chose que dit Bolen, c'est-à-dire que je ne l'ai pas inventé non plus, ce statut alchimique. Après, là où peut-être je le développe plus qu'elle ne l'avait fait, parce que voilà, après c'est des époques, c'est des générations, enfin voilà, on n'a pas forcément, du coup, on ne s'est peut-être pas attardé sur les mêmes choses. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est que je l'aperçois comme étant une régulatrice aussi de la distance à l'autre dans la relation. Et c'est en ça que pour moi elle est alchimique. C'est-à-dire qu'elle est à la fois vierge et vulnérable. Elle est à la fois autonome, elle se suffit elle-même. Et quand elle est justement dans cette sensualité, dans ce côté comme tu dis pandémia, où elle est vraiment complètement là-dedans, l'autre n'existe plus. Son désir fait loi. La mythologie regorge d'anecdotes où on n'a pas voulu l'encenser. Elle sabre de manière assez spectaculaire et terrible. Hein. Celui qui ne veut pas d'elle, gare à lui, c'est Carmen. Elle peut être très cruelle. Mais c'est là où la mythologie est intéressante, parce que je trouve qu'elle nous sort d'un côté des fois qu'on peut avoir aujourd'hui, qui tend à arrondir tous les angles, à quelque chose de joli et mignon. Et quand on relit la Bible, quand on relit la mythologie, purée, là on est quand même face à une matière qui est plus... C'est pas politiquement correct, non. Tu vois, c'est la vie. Ou même dans les toutes ses mille et une facettes. nuits dont parlait Benjeloun c'est encore hier soir, c'est aussi dans ce registre-là et c'est intéressant. Donc elle peut vraiment être là-dedans. Et à côté de ça, effectivement, si on la sublime, alors là, quand je dis sublime, je la prends vraiment, encore une fois, au sens psychanalytique, d'une libido, d'une énergie psychique, alors, psychique chez Jung, sexuelle clairement chez Freud, c'est-à-dire qu'au lieu de l'envoyer au ras des pâquerettes, et là je reprends ce que tu disais, on essaye de monter d'une octave. On pourrait rester dans le sensuel, ne s'exprimer que comme ça, comme une décharge, comme étant quelque chose qui peut conduire aussi vers des formes d'addiction, de relations de codépendance, de n'exister que dans le désir de l'autre, d'imposer son désir, etc. Si on arrive à hisser cette pulsion-là, à la sublimer, à la raffiner, à l'emmener vers une octave supérieure, là, on atteint ce que tu appelles, tu me diras si je me trompe, ce que toi tu appelles le cœur supérieur. Oui. Je ne sais pas si c'est cet endroit-là, mais c'est pas l'idée. Ouais. On l'amène vers autre chose. Oui, parce qu'on avait une discussion avec Muriel où je disais, il y a une notion contre laquelle moi je me bagarre depuis 10 ans, parce qu'il y a dans les milieux qu'on fréquente, il y a cette espèce d'idée que le cœur c'est merveilleux, c'est beau, le cœur c'est tout, comprend tout, voit tout, il faut se fier à son cœur. Puis alors le mental est diabolisé, le mental c'est pas bien, l'ego c'est le mental, etc. Et en fait il y a une confusion terrible. Il y a une confusion terrible qui part du fait qu'on ignore qu'il y a un cœur inférieur et un mental inférieur, et il y a un cœur supérieur et un mental supérieur. Le cœur et le mental inférieur, c'est ce qu'on connaît, c'est je t'aime plus, c'est intellectuellement c'est mes petites ruses, mes petits calculs, mes petites réflexions à moi. Le cœur supérieur, c'est cette dimension d'amour universel, d'amour, comment on appelle ça, inconditionnel. C'est ce qu'incarnent certains êtres, comme Ama, comme Miguel Ruiz, comme d'autres, voilà, mais c'est un plan qui se situe dans ce qu'on appelle le plan bouddhique, le plan de l'âme, qu'on cherche à faire descendre là en bas, mais c'est pas facile. Voilà. Et puis au-dessus de l'intellect, j'ai envie de dire ras des pâquerettes, l'intellect ordinaire, il y a ce plan de sagesse qu'on appelle le plan causal, qui est le plan qu'on pourrait dire de la raison pure, enfin de la raison vraiment en tant que lumière. Quand on dit je réfléchis, la lune réfléchit la lumière du soleil, elle éclaire pas. L'intellect réfléchit, le mental supérieur éclaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On oppose le cœur supérieur et le mental inférieur. Mais c'est pas juste. Soit on oppose ces deux-là, et puis ils sont sur le même niveau, il n'y en a pas un qui... voilà. Soit on regarde ces deux-là et on se rend compte qu'on a autant besoin de sagesse, de discernement et d'un amour vaste, grand, universel, et que ces deux plans-là doivent respectivement venir petit à petit rentrer dans mon émotionnel, ma sentimentalité, mon affectivité quotidienne pour la sortir de ça, et que cette sagesse doit commencer à donner une vraie dimension d'éclairage, de compréhension, de lumière, qui dépasse mes petits calculs dans mon coin et mes petites réflexions. Voilà. Et pour moi, l'ego, c'est l'alliance du cœur inférieur et du mental inférieur. C'est ces deux-là ensemble qui nous tissent tous nos cauchemars, toutes nos histoires et qui nous pourrissent l'existence. J'avais rencontré un chaman il y a quelques années qui, quand je lui avais dit, voilà, je travaille sur les rituels féminins, etc., il m'avait dit, tu sais, l'homme et la femme sont polarisés de manière différente dans le haut et dans le bas. Et c'est pour ça que ça forme deux aimants. Et c'est ce que tu as redit ce midi en fait, et je trouve ça très très intéressant, et du coup ce que tu viens de dire sur le mental inférieur, mental supérieur, cœur supérieur,
Ça me fait également penser aux polarités de la roue médecine amérindienne, enfin en tout cas un des enseignements que moi j'avais reçus, et selon lequel en fait il existe 2 polarités féminines et 2 polarités masculines. Et dans chacun, pour le masculin et pour le féminin, une polarité qui va être réceptive, donc polariser moins on va dire, hein, et une polarité donc active, polariser plus. Oui. Et en fait, le corps est la partie féminine qui est polarisée moins, qui est réceptive, qui reçoit l'esprit, donc qui est la force de vie qui nous traverse, qui est donc un masculin actif, et de manière complémentaire, le cœur est polarisé du coup en force féminine active, tu vois. Et le mental qui est en face, quand c'est équilibré, c'est une force masculine réceptive. Bien sûr. Et voilà. Et donc en fait, notre mental est censé accueillir notre âme de la même manière que notre corps reçoit l'énergie vitale qui le meut. Oui. Et voilà, moi j'ai beaucoup été touchée par cet enseignement des polarités de la roue médecine amérindienne, parce que selon eux, voilà, notre grand problème en Occident, c'est qu'on a cette polarité en fait mentale et puis cœur qui est inversée, c'est-à-dire qu'on va avoir un mental qui va être actif et un cœur qui va être réceptif au lieu d'être actif. Donc ça va être notre mental qui va en fait un peu oppresser comme ça notre âme. Tu vois, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Il y a à la fois des points de convergence et de ressemblance avec ce que j'évoquais quand on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que déjà, j'évoquais le calypsé d'Hermès, où les 2 courants inversent à chaque fois, et on retrouve ça dans le corps humain, hein. Si on part du coccyx jusqu'à la tête, les courants s'inversent dans différents organes jusqu'aux 2 hémisphères cérébraux, avec des points de contact qui sont des centres importants à la fois sur le plan des glandes, la glande pinéale, la glande pituitaire, la thyroïde, l'hypothalamus, etc. Enfin, il y a une magie, il y a une science extraordinaire là-dedans. Mais après, si on regarde simplement l'anatomie, parce que des fois on oublie les trucs les plus élémentaires. Et oui. On voit, voilà. Dans l'anatomie, l'homme il est émissif au niveau de son sexe, il a un sexe extérieur. Oui. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, j'apprends rien à personne. Bon. On change de registre, on passe du physique au plan émotionnel, affectif. Au niveau du cœur, c'est la femme qui est émissive, c'est la femme qui a une poitrine qui peut allaiter. À ce niveau-là, l'homme, il est en féminin, en réceptif. Et on voit ça tout simplement dans les relations humaines, dans le sens où les femmes sont beaucoup plus à l'aise dans le registre affectif, sentimental, que l'homme qui d'un coup se dit « Oups, là je suis en danger, là je suis féminin, là je suis yin », et c'est la femme qui est yang. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'on est à la fois homme et femme, on est yin et yang sur des plans différents, et que se jouent des jeux visibles et invisibles sur les 2 plans, mais là ça ouvre des champs d'exploration qui sont absolument fascinants. Mais tant qu'on regarde que le visible, je donnais l'image, c'est comme si on regarde que la foudre qui frappe et que le tonnerre, et on oublie toute l'évaporation de l'eau, tout le nuage qui se forme, et donc du cycle complet, on ne prend qu'une moitié. Et donc que ça soit dans la violence, que ça soit dans les rapports aux femmes, dans tout, soit on commence à vraiment regarder ce qui se joue sur tous les niveaux, soit on regarde que le niveau qui nous arrange, et en fait, comme on regarde que la moitié du phénomène, les mesures qu'on va mettre en place pour soi-disant changer ou améliorer vont produire des effets pervers épouvantables. Voilà. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres si on a l'honnêteté à la fois de se connaître, de reconnaître comment on fonctionne dans un registre, dans un autre, de se parler, de voir là où chacun d'entre nous on est tantôt en position de force, tantôt en position de faiblesse, et de voir comment tout ça interagit ensemble, de voir les 2 aspects, la course du soleil visible, mais aussi la course cachée. Voilà. C'est ce qui m'avait amené à écrire ce livre, Le tigre et l'araignée, les 2 visages de la violence. Le tigre, c'est la violence visible, tout le monde connaît. Il rugit, il bondit, il tue la gazelle en quelques... Ça, c'est en mode prédateur, un animal, voilà. En mode prédateur, animal à son chaud, etc. C'est ça. L'araignée, elle est immobile, elle est dans le noir. Animal à son froid, elle peut y rester des heures, des jours, des semaines. Toute petite. Quand une mouche tombe dedans, elle ne va pas la tuer. Non. Elle attend qu'elle
Elle la pique, elle la paralyse. Ça, c'est intéressant. Paralyse. Ensuite, elle forme un cocon autour. Je t'enferme, je te bloque. Et ensuite, je te suce la vie à petit feu pendant des heures, des jours, jusqu'à ce que la pauvre chose meure. Tu lis le livre de, comment il s'appelle, Marie-France Irigoyen, sur le harcèlement moral. J'ai relevé, je les ai comptés, 120 références à l'araignée au niveau des adjectifs, au niveau des adverbes, etc. Voilà. Moi, je n'ai fait que mettre des mots sur ce qu'on sait. Pourquoi est-ce qu'on a peur des araignées alors qu'on n'a pas de tarentule, on n'a pas de mygale, on n'a pas de veuve noire? Parce que c'est l'archétype de cette forme de violence-là, comme la pieuvre au niveau subaquatique. C'est la même chose. Voilà. Et soit on combat que la forme visible de la violence en disant oui, c'est pas bien. D'ailleurs, le mot violence, ça évoque viol, ça évoque qu'une polarité. Déjà, le mot nous induit à dire la violence, c'est quelque chose de masculin, c'est quelque chose de yang. Et toute cette violence à petite dose, à petit feu, cachée, lente, insidieuse, on ne la voit pas. Alors je mentionne ça parce que c'est un exemple flagrant où on ne voit que la moitié d'un phénomène. Et dans les relations hommes-femmes, comme dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, entre ma tête et mon cœur, entre ma dimension spirituelle et ma dimension physique, si je ne vois pas tout ce qui se joue en moi, eh ben, je vais me leurrer et ce que je vais essayer de vouloir mettre en place derrière va foirer. Récemment, il y a eu, alors je crois que c'est en train de se décider maintenant, qu'on a décidé par exemple qu'il ne fallait plus gifler, donner de fessées aux enfants. Ça part d'une super intention. On veut améliorer l'éducation donnée à nos enfants. Donc on dit plus de violence du tigre contre les enfants. D'accord ? Mais je suis parent, on ne m'a pas éduqué, j'ai un gamin de 2-3 ans qui pique une crise, etc. Je ne peux plus le taper, je fais quoi ? Eh bien, je descends dans la violence de l'araignée, donc je le séduis, je le manipule, j'utilise tout un tas de stratégies. Alors, il n'aura pas pris de gifle, il n'aura pas pris de fessée, mais il va être complètement tordu dans sa tête et dans sa construction psychologique. Donc, il ne suffit pas d'interdire, il faut éduquer, et puis pour éviter que simplement on ait changé la polarité de la violence, mais qu'on n'ait absolument rien changé dans le fond du problème, parce que ceux qui auront été construits comme ça, un jour leur violence, elle va ressortir dans l'autre polarité. Et on fera tourner la boucle de la violence indéfiniment. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est, et voilà, c'est en te écoutant refaire ce chemin en fait, de la violence et comment elle s'engendre l'une l'autre finalement. Je fais le lien aussi avec quelque chose qu'évoque Bolen dans son travail et que je reprends et qu'on entend beaucoup, mais à mon avis sans forcément bien comprendre ce que c'est le patriarcat. Vous voyez, dans une culture, en tout cas c'est ce référentiel de la culture grecque, c'est un référentiel patriarcal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la figure majeure, voilà, le summum au niveau de l'archétype, ce qui est le plus constellé et ce qui va dominer, c'est la figure du père. D'où des cultures qui, même si celle-ci au départ est monothéiste, polythéistes, vont aller vers le monothéisme, etc. Et avec cette figure-là, ça prépare ça. Et si on fait le lien avec cette violence que tu décris, c'est comme si on avait cette violence du tigre qui serait une violence, alors non pas des hommes, mais masculine. Oui, tout à fait. C'est vrai, yang. Absolument, voilà. Oui, je vais dire d'ailleurs ça. Je trouve que c'est moins connoté si on le dit comme ça. Donc une violence, et on s'aperçoit qu'elle appelle quoi ? Et c'est le truc typique dans les relations conflictuelles, dans les relations de violence. On a quelqu'un qui va être dans une agression active, de type prédation tigre, et qui va en face peut-être toucher quelqu'un qui n'a pas les moyens d'être dans la surenchère. Parce que ce système-là grec et des archétypes, et quand je parlerai des dieux, quand j'aurai écrit sur les dieux, je parlerai beaucoup de ça. Les hommes aussi en sont victimes. Tous les hommes ne sont pas des Zeus. Alors celui qui n'est pas de Zeus, il fait quoi ? Alors il fait comme Poséidon, souvent. Il va être dans la rancune, il va avoir une violence larvée, le cœur va être perverti, il ne va pas réussir à monter, il va rester et ça va donner je me venge sur le plus faible en général. Ou bien il peut le dévoyer d'une manière encore plus féminine, qui serait plus un féminin du masculin, mais qui serait un féminin pur, comme chez certaines femmes, qui va être une forme passive d'agressivité, et là on va être dans l'araignée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça va se répondre. C'est-à-dire que cette prédation active va réveiller chez l'autre un autre moyen qui peut paraître masochiste, mais qui en réalité va être une prise de pouvoir plus subtile, plus lente, plus insidieuse, comme ce que tu décrivais, mais qui à un moment donné va tellement étouffer l'autre qu'il va y avoir une surenchère, une escalade dans cette violence prédatrice active. Et finalement, on voit comment ça se... Parce que on veut uniquement valoriser un pôle, et qu'on n'arrive pas à intégrer les deux. L'autre se rebelle et on tombe dans ce que tu dis, ce que tu évoques, cette espèce de balancier
Voilà, il y en a un qui se radicalise et du coup ça appelle. Voilà. Et ce qui fait qu'on vit depuis des siècles avec l'éternel combat du bien contre le mal, Voilà, on n'en sort pas jusqu'à Kirikou. Non mais Kirikou c'est magnifique, Kirikou, la c'est fin est magnifique. magnifique. Si moi j'adore parce que C'est je vrai. suis un papa, Ouais, je suis c'est un vrai. papa tardif, donc j'ai continué à voir les dessins animés pour enfants beaucoup plus tard que la plupart de mes amis. C'est beau. Mais il y a des trucs, moi j'avais déjà vu ça il y a 30 ans avec Dark Crystal de Jim Henson, Oui, qui chouette, était ça. déjà, on n'était plus dans la lutte du bien contre le mal, on Très était beau. dans une espèce de fusion et de transcendance. Mais Kirikou, C'est magnifique. franchement, c'est génial quand on lui dit mais pourquoi? Parce que c'est une sorcière. Pourquoi elle est méchante? Parce que c'est une sorcière. Mais c'est pas une réponse ça. Donc il ne se contente pas de diaboliser cette femme. Il va aller chercher jusqu'à comprendre qu'elle-même a été victime de violence, qu'elle a cette épine plantée dans le dos. Et donc le film ne se termine pas par le triomphe du gentil Kirikou contre la méchante Karaba, mais par cette alchimie, par cette transformation, puis évidemment par un mariage, parce qu'on est dans un... Mais au niveau alors des archétypes, au niveau des enjeux qu'il y a derrière un dessin animé comme ça, je trouve ça génial de pouvoir instiller, ça c'est des idées du nouveau paradigme. Ah oui, c'est Ça c'est des réjouissant. idées où on se dit, tiens, il ne s'agit plus simplement de combattre, mais de comprendre, de transformer, voilà. Et moi, par rapport à la violence, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de continuellement remplacer le tigre par l'araignée, et puis l'araignée par le tigre, et de sortir, c'est-à-dire soit la force, soit la ruse, en gros. Hein. Oui, c'est ça. Soit- oui, ça. Le tigre, Mais c'est une un, ruse l'araignée, qui c'est est- deux, c'est la ruse duplicité, qui c'est est- le mais mensonge, voilà, c'est où elle est l'artifice, perverse, etc. cette ruse. Voilà. Mm. Bah oui, parce que comme tu n'es pas en elle est mesure, dévoilée. tu n'as pas la force pour contrer l'autre, Voilà. donc tu vas Je vais t'arranger le pour manipuler. embobiner, et puis Mm. arriver à tes fins comme ça. Absolument. C'est là où c'est magnifique, c'est de voir que la nature a doté finalement les espèces les plus diverses. C'est l'histoire du combat de Merlin l'Enchanteur, avec, comment elle s'appelle, la sorcière Dans les Mime. dessins animés, c'est Mime, Madame Oui. Mime. Voilà, ils deviennent de plus en plus grands, de plus en plus monstrueux, et à la fin, Quand il est petit, je sais plus ce qu'il oui, il devient un virus. C'est ça, Peut-être un virus. en dragon, il devient un virus, Bien sûr. et un virus est capable de venir à bout Voilà. d'un dragon. Mais là aussi, il y a une leçon quand on s'attarde derrière, qui dit qu'en fait, c'est pas que des rapports de force, c'est des rapports aussi d'intelligence, de ruse. Je peux pas rivaliser là-dessus? Ah ben, pas grave, je vais rivaliser sur ce plan-là. Et finalement, c'est pour ça que je disais pouvoir contre pouvoir, explicite, implicite, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Et à partir du moment où on prend tout ça en compte, là, on peut engager une vraie conversation et on peut faire en sorte que ça devienne quelque chose de mutuellement enrichissant au lieu de mutuellement destructeur. Ce qui est très beau dans l'exemple que tu as pris de Kirikou, du coup je te félicite d'autant plus de l'avoir pris. non, mais c'est que Kirikou ne sauve pas la sorcière, il la libère. Oui, Et ça fait de lui un homme. Oui, c'est Oui. ça. Et c'est ça qui est magnifique. Enfin, moi je sais que c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Il la libère et c'est ça qui fait de lui un homme. Ça c'est Oui. très très beau, c'est une très belle leçon. Et du coup, ça serait intéressant effectivement de voir comment dans des relations de violence, des relations dysfonctionnelles, parce que c'est ça, des relations dysfonctionnelles, comment est-ce qu'on pourrait justement transposer ça? Comment est-ce que finalement on pourrait libérer l'autre pour pouvoir grandir? Voilà, Ce serait magnifique. sans tomber aussi dans Absolument. la troisième posture de sauveur, gourou victime Absolument. sauveur. Voilà, c'est très important ce que tu dis. Libérer, pas Voilà. sauver. Et sortir du coup de quelque chose, on a pas mal finalement parlé des déesses vierges, mais si on voit le deuxième trio qui est celui de la vulnérabilité, sortir de ce que j'appelle avec un peu de provocation peut-être, mais la dynamique prostitutionnelle du lien, où effectivement j'achète la protection de l'autre en me soumettant, mais en réalité je suis comme l'araignée, je le manipule en faisant ça. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a énormément touchée dans ton livre, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est audacieux. Et je suis très étonnée, je n'ai pas eu pour l'instant, je touche du bois. Alors autant Olivier, tu me disais ce midi pour ton livre, tu avais, ce qui m'a beaucoup étonnée, des personnes virulentes par rapport à ce que tu as écrit. Moi je pensais que j'allais me faire littéralement descendre pour ces passages-là. Oui. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit extrêmement, que beaucoup de femmes se sentent... soit fâchée, voilà. Et en fait, pas du tout. Je suis très étonnée d'avoir des femmes qui me disent ça m'a ouvert les yeux sur un truc. Voilà. Oui, mais c'est vrai, c'est un livre qui en même temps est écrit avec beaucoup d'amour, je dirais, d'humour et d'amour. Donc c'est pas un livre qui est un livre où tu juges ces femmes qui seraient dans ces postures-là. Donc petite parenthèse, vous avez vu la cérémonie de remise des Césars cette année? Non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, évidemment, forcément, qu'on a beaucoup parlé de Balance ton porc et tout ça. Il y avait une humoriste dont j'ai oublié le nom, je ne la connais pas très bien,
Et alors elle évoque ça évidemment parce que faut bien, c'est le sujet en cours. Puis elle dit ouais bon d'accord, mais enfin c'est quand même un peu embêtant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra plus coucher pour avoir un rôle alors? Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir faire des castings, il va falloir apprendre ton texte maintenant, tu sais. Voilà, Il va falloir avoir du talent. Elle a dit juste ça. Et hier ou avant-hier, il y avait un article dans le Figaro de Paul Thibault qui était aussi très juste là-dessus en disant on parle que de ça, mais attends, soyons honnêtes, parlons aussi des promotions qui se font sur l'oreiller. Et puis derrière, il disait des très belles choses qui rejoignent ton discours sur les mythes féminins. Il disait, mais pendant longtemps, on oublie de dire que le rôle de la femme, c'était de donner le cap, c'était de montrer la droiture, de montrer le chemin, comme Antigone, comme d'autres, etc. Que la femme a joué un rôle hyper important là-dedans. Tu vois, moi j'aime bien quand on rentre dans des trucs très manichéens, très noir-blanc et donc potentiellement tellement destructeurs, d'avoir des voix comme celle de ce Paul Thibault, comme celle de Nicolas Bedos, il y a un mois, qui a écrit un papier, mais c'est fin, c'est drôle, c'est intelligent, c'est juste. Franchement, on a besoin de ça parce que sinon on va partir dans des choses qui vont faire du mal à tout le monde. Et où on voit déjà comment on va partir de ce déséquilibre-là vers un déséquilibre-là qui va forcément ramener un retour de balancier. Et si on pouvait arriver à se diriger gentiment vers quelque chose de l'ordre de la compréhension mutuelle, de la conversation. Je rappelais un converserait, changer ensemble. C'est pas débattre, c'est pas discourir, c'est converser. C'est une super belle ambition de converser. Ça veut dire, on démarre, mais on va être changé, toi et moi, nous, par la conversation qu'on va avoir. On va bouger, on a besoin de ça. Vive le duo, pas le duel. Oui. Par exemple. Par exemple. Mais je disais à table ronde cet après-midi, moi je suis passionné par les grands textes sacrés, et notamment un texte qui me fascine parce qu'il y a tellement de choses dedans, c'est la Genèse, la création du monde en 6 jours plus 1. Il y a une symbolique là-dedans qui est bon. Et bien il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte qu'il y a un seul jour de la création où Dieu ne dit pas que c'était bon. Tous les autres, il le dit. Je sais plus ce qu'il y a le deuxième jour. Le 2. Mais oui, parce que le 2 est indéterminé. Oui, soit c'est 1 plus 1 égale 3, donc 1, soit c'est Caïn et Abel, un tue l'autre, et puis voilà. Mais le 2 est indéterminé par nature. C'est à nous que revient le choix d'en faire un 2 créateur, constructeur, ou d'en faire un 2 antagoniste, conflictuel, qui finit par s'autodétruire. Mais tu te rends compte que il y a quand même ça dans ce texte. Tous les jours, sauf le deuxième. Et tu peux pas dire c'est un hasard. Il a juste oublié en écrivant, il a eu un trou de mémoire. À ce moment-là. Voilà. Sur autre chose qui distrait. Moi, je trouve ce genre de détail extraordinairement éclairant. Mais on le retrouve, c'est rigolo, puisque tu as évoqué l'astrologie plusieurs fois. Et dans l'astrologie conditionnaliste, alors qui n'est pas la plus connue, mais qui est celle de Jean-Pierre Nicolas, qui est une approche assez contemporaine. Il parle de ça, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur cette astrologie, mais en gros, il dit qu'il y a trois niveaux. Il y a un niveau donc plutôt unique, il y a le 1, il y a le 2, et puis il y a le multiple. En gros, il se base sur diverses choses pour évoquer 3 niveaux et classer les planètes dans ces différents niveaux. Et donc le niveau comme ça de la dualité, effectivement, c'est le duo ou le duel. Oui, il est défini littéralement comme tel. Avec cette ouverture de ce qu'on va en faire, finalement. On retrouve ça aussi beaucoup dans la Théogonie d'Hésiode, qui est le mythe fondateur qui raconte l'origine de l'univers chez les Grecs. Je me demande si ce n'est pas une de ses références d'ailleurs. Une de ses références, elle est beaucoup sur les Grecs, peut-être. Je n'ai pas toutes ces références en tête, mais je ne serais pas étonnée de retrouver ça en fait. Eh bien, un petit mot de la fin. Chacun. Un petit mot de la fin, mon Dieu. Bon, merci déjà. Ah oui, merci à vous deux, c'était absolument passionnant. Là, vous avez fait un vrai duo. Vous avez incarné un duo féminin-masculin. J'espère qu'on aura conversé. Je pense, que moi j'ai appris on verra dans le temps. Voilà. On aura conversé. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure en off, c'est ce qui me touche beaucoup chez vous deux, c'est alors là pour le coup votre authenticité, votre cohérence, c'est-à-dire vous êtes 2 êtres qui vivez ce dont vous parlez. Et ça, je trouve ça magnifique et vous l'avez prouvé là. Donc merci. Mais si on pouvait rester sur cette notion par rapport à tous les duels qu'il y a en ce moment, et par rapport à tous ces antagonismes et avec les excès et les débordements que ça, si on arrive petit à petit à initier des vraies conversations entre hommes et femmes, et vraiment dans une volonté de compréhension mutuelle
et en évitant tous ces travers qu'il y a où on peut réinterpréter 3000 ans d'histoire d'une façon qui est tellement cliché, mais vraiment d'aller chercher, et les ressources elles sont nombreuses. On parlait de Wilber, il a écrit des choses magnifiques là-dessus. On parlait, comment elle s'appelle, celle qui a écrit Le Calice et l'épée, Ryan Eisler, quelque chose comme ça. Pour le coup là je n'ai pas celle-ci. Elle a écrit un très joli qui s'appelle Le Calice et l'épée. Enfin, voilà, il y a des références en livres. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur ces questions. Si on prend tout ça, puis qu'on a à la fois suffisamment d'honnêteté justement pour regarder comment on fonctionne, comment on est soi dans ces différentes polarités, comment sont les autres, et puis qu'on vise le fait d'arriver à faire de ces duels des duos vraiment créateurs-constructeurs, enfin là, moi franchement, il n'y a rien qui me botte plus que ça, quoi. Du coup, moi, ça me donne une idée créative et vos idées seront les bienvenues. Non, mais en plus, tu évoquais Balance ton porc et je me dis, mais ça serait bien aussi d'avoir... on lance toujours des trucs Balance ton porc, mais il n'y a pas longtemps, mes filles étaient confrontées à du harcèlement à l'école. Je pensais à Balance ta hyène, sur ces petits harceleurs à qui on ne dit rien, etc. Bon. Et là, je suis en train de me dire, voilà, on conclut cet échange et je me dis, et personne n'a l'idée de balancer. Alors, du coup, je ne vais pas prendre un animal. Moi, ce qui me vient, c'est Balance ton roi, Balance ta reine. Oui. C'est-à-dire celui ou celle qui, voilà, les hommes qui pourraient parler des femmes qui ont été comme ça, qui les ont révélées à leur souveraineté, quoi. Ça peut être une femme proche, ça peut être une femme croisée dans la rue. Et nous, ces hommes qui, à un moment donné, sur le chemin, ont fait un truc qui, pour nous, ça a été énorme. Ce serait chouette aussi de partager ça, tu vois, dans la dénonciation du truc et dans le jugement. Et de dire, bah non, quelquefois, quels que soient nos choix, quelle que soit notre orientation, quelle que soit la façon dont on aime ou on n'aime pas les hommes, on aime ou on n'aime pas les femmes, etc., indépendamment de ça, il y a des personnes du sexe dit opposé oui. Qui sur notre chemin voilà, nous ouvrent à nous-mêmes. Moi je sais que ce travail sur les dieux, si je vais pouvoir enfin commencer à le faire et avoir un fameux coup de pied aux fesses comme on dit ce matin, voilà. Nous sommes des besogneux feignants en fait, je crois, on peut dire ça aujourd'hui. Eh bien c'est parce que voilà, s'il n'y avait pas eu ces hommes qui sont venus à un moment donné dans mon cabinet et qui m'ont dit voilà, parce que vous êtes une femme, je peux vous dire que les femmes elles me font peur. Je peux dire que je viens vous voir parce que je sens que je pourrais passer à l'acte, mais je ne le veux pas, parce que je ne veux pas être un salaud, et que je n'arrive pas à ne pas l'être. Je me dis, voilà, ces hommes-là, moi, ils me touchent profondément. Et j'ai envie d'écrire pour eux, et pour les femmes qui les aiment, etc. etc. Mais, donc, je trouve que ce serait chouette, voilà, je balance l'idée, et à ceux qui nous regarderont. Alors, on va juste changer le mot balance, ça va être révèle. Révèle ton roi, révèle ta reine, révèle ton dieu, révèle ta déesse. Alors, voilà, révèle plutôt que balance. On garde balance super. Oui, pour le pas sympa. Alors voilà, alors on lance le truc, on lance ça. Donc on révèle pas ton dieu. On révèle ton dieu et ta déesse. Alors révèle ton dieu, révèle ta déesse. Révèle ton dieu, révèle ta déesse. Révèle ton dieu, révèle ta déesse. Voilà les amis. Sur votre site peut-être, non ? Voilà, on va lancer ça sur notre page Facebook, etc. On va faire ça. Révèle ton dieu, révèle ta déesse, on compte sur vous. Mais c'est très beau parce que moi je peux retrouver en tout cas dans ma vie vraiment des figures, aussi bien d'ailleurs masculines que féminines, de gens qui ont incarné à mes yeux un archétype, une dimension où tu te redresses. Victor Frankl, l'immense Victor Frankl, fondateur de la locothérapie, après 3 ans de camp de concentration, il classait les gens, mais aussi bien les prisonniers que les capots, etc. Il disait il n'y a que 2 catégories d'hommes, ceux qui savent se tenir ou pas. En allemand, anständig. Est-ce que je me tiens debout ou est-ce que je ne sais pas me tenir debout, voilà. Mais il y a des fois des hommes et des femmes qu'on a rencontrés qui tout d'un coup nous ont amenés à nous redresser, à aller vraiment chercher, qui nous ont inspirés au lieu de nous aspirer et de nous sucer jusqu'à fondre en bas. Et ça, je pense que parler de ça, c'est important, quoi. C'est des sources d'élévation et d'inspiration, de verticalisation. Tout à fait. En tout cas, moi, révèle ton dieu, Olivier Clair, j'aime bien ton révèle ta déesse, j'aime bien ta formulation. Muriel, Horace, on est bon en fait. Zamudio. Vous serez les 2 premiers à avoir votre tag révèle ton dieu, révèle ta déesse. Bien. En tout cas, merci à toi et merci à notre caméraman, à Marie, Marie qui était là tout le temps. Voilà. À bientôt.